Nous sommes dimanche 2 août 2020, il est 13 h et vous êtes là où il faut. Bonjour et bienvenue dans votre journal. Cette semaine, les sénateurs membres de la Commission de la recherche, de la science, de la technologie et de l'environnement ont voté à l'unanimité le projet de loi instituant le Code de l'urbanisme et du domaine foncier urbain. Le projet vise à mettre fin aux litiges fonciers et à vulgariser les meilleures règles d'urbanisme. La Semaine nationale de la propreté est célébrée du 1er au 6 août en prélude à la fête nationale. La célébration de cette 5e édition se tient dans un contexte de coronavirus et nous suggère de poursuivre nos efforts en matière de sensibilisation et d'éducation au changement de comportement à tous les niveaux. Malheureusement, cette pandémie de coronavirus va être probablement très longue. Ainsi a prévenu l'OMS hier samedi à l'issue d'une réunion à Genève. Le coronavirus a infecté au moins 17,6 millions de personnes dans le monde et fait plus de 680 000 morts. Plus que jamais, les gestes barrières sont d'actualité. L'article 6, alinéa 3 du Code électoral de la Côte d'Ivoire prévoit la révision annuelle de la liste électorale par la CEI afin de tenir compte des mutations intervenues dans le corps électoral. Ces mutations portent sur les changements de domiciliation ou de patronyme pour les nouvelles mariées, les pertes de droits civils, droits civiques, les cas de décès et l'intégration des nouveaux requérants. La consultation des listes électorales provisoires peut donner lieu à des réclamations ou contentieux dont la prise en charge est prévue par le Code électoral. Quels sont les différents types de contentieux électoraux? Comment se fait la prise en charge du contentieux? Qui peut faire des réclamations et comment cela se fait-il? Voilà, entre autres, des questions que nous allons poser aujourd'hui à notre invité du jour, Maître Yapobi Keti, avocate, commissaire central et porte-parole adjoint de la CEI, la Commission électorale indépendante. Bonjour, Maître. Bonjour, Monsieur Hamza. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et pensée spéciale en même temps au président de l'institution, M. Kouibiar Koulibaly. Je transmets. On se dit à tout à l'heure. À tout à l'heure, monsieur. Dans 30 minutes. On part tout de suite à Yamoussoukro, au Sénat précisément, où les parlementaires, membres de la Commission de la recherche, de la science, de la technologie et de l'environnement ont voté à l'unanimité le projet de loi instituant le Code de l'urbanisme et du domaine foncier urbain. Un projet qui vise à mettre fin aux litiges fonciers et à vulgariser de meilleures règles d'urbanisme. Le reportage sur place de Kader Sogodogo. La Côte d'Ivoire dispose désormais d'un nouveau code de l'urbanisme et du domaine foncier urbain. Le projet de loi présenté par le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, a eu le quitus des sénateurs réunis en commission à Yamoussoukro. Le nouveau code va permettre à la Côte d'Ivoire d'améliorer la législation existante en la matière et de mettre fin aux nombreux conflits fonciers constatés depuis belle lurette. Le cadre juridique ainsi proposé permettra indubitablement, par sa précision et sa cohérence, de réduire considérablement le volume des litiges fonciers, d'améliorer les rapports entre les différents intervenants dans le secteur du foncier urbain, de doter les procédures domaniales et foncières de mécanismes adéquats, et ce, dans le souci constant de la conciliation de l'intérêt des usagers du service public et des prérogatives de puissance publique de l'État, de protéger la propriété foncière en zone urbaine, de sécuriser les transactions portant sur des terrains urbains, d'améliorer la qualité des règles d'urbanisme, de préciser les prérogatives et les compétences de chaque acteur de la chaîne foncière urbaine, de vulgariser les règles d'urbanisme, d'assurer le respect des règles d'urbanisme, de mettre fin à terme à la prolifération des quartiers précaires. Bruno Nabagné-Koné a relevé devant les sénateurs que la délivrance des arrêtés de construction définitifs ont connu un boom en Côte d'Ivoire. Elles sont passées de 2500 l'année dernière. Abidjan, la capitale, enregistre plus de 9000 ACD cette année. Pour l'ensemble du pays, le nombre est passé à 16 000. Des efforts que le nouveau Code de l'urbanisme et du domaine foncier urbain contribuera à améliorer davantage. Bruno Nabagné-Koné, dans l'après-midi, a fait ratifier par les sénateurs l'ordonnance portant suspension des procédures d'expulsion des locataires et de révision à la hausse du loyer des baux d'habitation.
Le coup d'envoi de la 5e édition de la Semaine nationale de la propreté a été donné hier samedi. Elle court jusqu'au 6 août prochain. De nombreuses activités seront menées cette semaine, notamment l'opération Grand Ménage, dont la 42e édition a été lancée par Anne Désiré Ouloto. La ministre en a profité pour sensibiliser les populations sur les règles élémentaires de propreté et d'hygiène. Le témoignage de Grace Kando. 60e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le pays célèbre l'événement le 7 août prochain. Pour la circonstance, la capitale économique fait peau neuve. L'initiative du district autonome d'Abidjan est soutenue par le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité à travers la Semaine nationale de la propreté. Elle coïncide avec la 42e édition de l'opération Grand Ménage. C'est une activité hautement citoyenne qui, chaque année, vient interpeller les consciences, vient interpeller les populations pour dire que sans propreté, nous n'aurons pas la santé. Ces activités, nous devons les exprimer à travers de petits gestes simples. Balayer nos lieux de travail, balayer nos lieux d'habitation, nos espaces de vie communs. Je voudrais donc saisir cette opportunité pour féliciter toutes les organisations non gouvernementales, les ONG, les associations de jeunes, de femmes, qui depuis plusieurs années ont répondu favorablement à l'appel du gouvernement et accomplissent avec le ministère donc ces gestes simples-là pour interpeller les consciences. Organisation d'activités citoyennes et communautaires, sensibilisation sur l'importance de l'amélioration de la qualité de vie et éco-gestes, des messages que la ministre Anne Désiré Ouloto est allée porter aux populations des communes de Cocody et de Treichville. Au niveau du quartier, nous avons mis une organisation en place. C'est-à-dire que chaque 2 semaines, il y a des dames qui balaient le quartier pour le rendre propre. L'information a été déjà donnée pour que tous les jours, chacun balaie devant sa porte. Et nous avons des sacs poubelles, on les met dans les sacs poubelles. Et quand le camion passe, le camion prend les ordures. Désormais, ici, là, il n'y aura pas la saleté encore. Bon, on va surveiller 24 heures sur 24. On va surveiller. Et puis on va encourager les gens pour nous aider aussi pour nettoyer. Des initiatives qui trouvent déjà un écho favorable dans la commune de Koumassi. Koumassi est un très bon exemple en matière d'implication des populations, mais également de volonté politique. Le premier responsable de la commune de Koumassi s'est engagé, depuis qu'il a été élu par ses concitoyens, à faire de la propreté et de l'assainissement une priorité. Et aujourd'hui, Koumassi fait plaisir. Koumassi est devenue aujourd'hui la prunelle du district d'Abidjan. Pour la ministre Anne Désiré Ouloto, la propreté, c'est l'affaire de tous. Merci à vous, Grace Kando. La PIF, c'est l'Agence nationale d'inclusion financière. Récemment, à Grand-Bassam, l'agence a organisé un atelier d'orientation des modules, outils et supports de formation en éducation financière. Les réflexions menées entre autres avec les experts de la Banque mondiale et du BIT visent à aboutir à l'élaboration d'outils et supports adaptés pour le renforcement de l'éducation financière. Jean-Luc Bango nous explique tout ça. Jeunes scolarisés ou non de plus de 15 ans, salariés du public et du privé, PME et PMI, les populations rurales, telles sont les cibles identifiées par le Programme national d'éducation financière. Grâce aux supports et outils élaborés au cours de cet atelier, elles pourront recevoir l'éducation financière. La revue des initiatives existantes en matière d'éducation financière a révélé, outre la coordination, l'importance d'harmoniser les contenus de formation et de sensibilisation en vue d'en assurer leur qualité et prévenir les abus. L'éducation financière devrait permettre au gouvernement de renforcer l'inclusion financière, notamment accroître l'épargne nationale. La majorité des Ivoiriens restent toujours exclus des services financiers, avec seulement 17,2% de la population de plus de 15 ans qui possède un compte bancaire en 2017 et un taux de pénétration de la microfinance de l'ordre de 10% à la même période. Cette situation démontre l'importance de faire correspondre l'offre des produits et services financiers aux besoins des populations, tout en œuvrant au renforcement de leurs aptitudes et à la limitation de leur vulnérabilité en matière financière.
L'objectif du gouvernement est d'améliorer le taux national d'inclusion financière pour le porter à 60% d'ici 2024. Les experts issus notamment du Bureau international du travail ou de l'Agence marocaine pour l'éducation financière ont 3 jours durant partagé aussi bien leur expérience que les bonnes pratiques en la matière. Il existe désormais un document qui fait le point des objectifs du développement durable en Côte d'Ivoire. Ce document, dénommé Bilan commun pays, contient les actions du gouvernement dans le cadre de l'exécution des ODD. Il a été élaboré par le ministère du Plan avec le soutien des Nations Unies. Issa Chonanyeo était cette semaine à la présentation du document. Les Nations Unies veulent aider la Côte d'Ivoire à atteindre les objectifs du développement durable ODD d'ici à 2030. Un document dénommé Bilan commun pays est élaboré. Les résultats de ce sondage ont fait l'objet d'une présentation en présence d'experts. L'objectif du bilan commun de pays est donc de fournir une compréhension et une analyse commune des opportunités et des défis du pays dans la perspective de la réalisation des 17 objectifs de développement durable. Cette analyse doit aider à définir des conditions d'accélération de la mise en œuvre de l'agenda 2030, encadré par les principes directeurs suivants: ne laisser personne de côté, les droits humains et les autres droits, le principe de l'équité, du genre et de l'autonomisation des femmes, la résilience, la durabilité et la redevabilité. Pour la ministre Kabanyali, grâce à la planification stratégique du président de la République, Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire connaît une embellie économique. Notre économie compte parmi les plus dynamiques au monde, avec un taux de croissance moyen annuel de plus de 8% sur la période 2012-2019. Elle a permis enfin d'améliorer les conditions de vie des populations, à travers notamment un meilleur accès à l'éducation, l'électricité, l'eau potable et aux soins de santé. La ministre du Plan et du Développement, Kabanyali, a salué le soutien du système des Nations Unies dans la performance économique de la Côte d'Ivoire. Pour elle, il est important de faire le bilan des ODD en Côte d'Ivoire afin de mieux apprécier le chemin parcouru et d'orienter des actions futures pour une meilleure efficacité. C'était un reportage de Issa Chonanyeo. On va maintenant au chapitre coronavirus. Cette pandémie qui ne faiblit pas, elle a déjà tué 680 000 personnes à travers le monde. La Côte d'Ivoire enregistre très peu de contaminations au coronavirus depuis quelques jours, comparativement aux chiffres des semaines d'avant, et c'est tout bénéfice pour le pays. Seulement 62 nouveaux cas ont été recensés ces dernières 24 heures, avec 322 nouvelles guérisons. Encore un peu d'effort et nous arriverons certainement à freiner la propagation de la maladie qui a jusque-là touché 16 109 personnes et qui malheureusement en a terrassé 102 parmi elles. Et on n'est pas sorti de l'auberge. L'OMS a prévenu hier samedi que la pandémie de coronavirus allait probablement être très longue. Le coronavirus a infecté au moins 17,6 millions de personnes dans le monde et fait plus de 680 000 morts, je le répète. Le comité d'urgence a demandé à l'OMS de fournir à tous les pays des consignes pragmatiques sur la façon de répondre à la pandémie. Le comité recommande également à l'OMS d'accélérer les recherches sur les points encore inconnu du virus, notamment son origine animale et ses éventuels moyens de propagation par voie animale. C'est tout le monde qui est exposé à ce nouveau coronavirus. Il n'est donc pas du tout inutile de rappeler les gestes de prévention, notamment le lavage régulier des mains et le port du masque. Dans ce contexte de Covid, s'il y a un secteur qui ne respire plus depuis plusieurs mois, c'est bien celui du don de sang. Mais heureusement, l'appel du centre de transfusion sanguine est quelque peu entendu. Les agents de la police nationale, par exemple, viennent de donner de leur sang. 400 poches ont été récoltées. École nationale de police d'Abidjan. L'ambiance est calme et studieuse. Répétition des gammes, scène habituelle. Dans la salle polyvalente, une action civique. C'est une séance de collecte de sang. Dans ce lieu de formation des forces de sécurité, dirigé par le commissaire divisionnaire-major Diakité Aboubakar Siriki, tous ont répondu à l'appel du Centre national de transfusion sanguine CNTS.
400 poches de sang collectées. Élèves, personnel administratif et instructeurs donnent l'exemple de quoi satisfaire le directeur du Centre national de transfusion sanguine, car la question du sang est une problématique nationale. 400 personnes de prélevées, c'est le prélèvement quotidien de la Côte d'Ivoire. Et l'école de police, à elle seule, fait ce taux-là ce matin. Vous voyez que c'est vraiment un grand ouf pour nous. Aujourd'hui, en matière de prélèvement, les taux ont commencé à relever, mais nous n'avons pas encore atteint l'objectif. L'objectif qui est l'autosuffisance en produits sanguins, c'est-à-dire atteindre 240 000 prélèvements par année. Nous en sommes aujourd'hui autour de 170 000 prélèvements par an, selon Traoré Mamadou, directeur du CNTS. Un appel alors aux institutions, aux organisations et entreprises afin d'œuvrer efficacement pour la réalisation de cet objectif. La crise de coronavirus était inattendue, c'est clair. Elle a chamboulé nos habitudes. L'économie a pris un sacré coup. Les hôpitaux de moins en moins fréquentés. L'école avait fermé ses portes. Mais les cours ont continué. Le ministère de l'Éducation nationale a initié l'école à la maison. Au niveau du supérieur, il y a également eu de belles initiatives. Un professeur, Kagny Kenvi, par exemple, qui est enseignant à l'université Félix Houphouët-Boigny, donnait cours à ses étudiants via le téléphone portable. Issa Yeo. Kagny Kenvi est professeur titulaire de mathématiques. Il enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny à Cocody et partage le savoir à travers le monde. À la faveur de la pandémie du coronavirus, il dispense des cours via le téléphone mobile à des étudiants pendant leur confinement. Mais il n'y avait pas d'initiative au niveau de l'enseignement supérieur. Aussi bien, pas seulement en Côte d'Ivoire, dans d'autres pays où j'interviens. Fin mars par là, j'ai décidé, dans mon bureau ici, de faire des cours, d'enregistrer des vidéos, des cours du niveau licence d'abord, du niveau Master 1 et du niveau Master 2. Cette initiative, il l'a prise après avoir vu des cours dispensés par des enseignants à la RTI, Radiodiffusion Télévision Ivoirienne, suscité par le ministère de l'Éducation nationale, l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Jusqu'à début juin, donc c'était en plein temps, les étudiants me posaient des questions sur ceci. Ça a permis aussi au niveau de l'enseignement supérieur de maintenir un certain niveau des étudiants au niveau pendant ce temps de confinement où ils sont restés à la maison. Outre les étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny, ces cours sont suivis par d'autres étudiants en Afrique et en Amérique, ce qui amène le professeur Kagny Kenvi à utiliser l'anglais. Je le fais en anglais parce que c'est une langue plus accessible à tous les étudiants. Parce que quand vous faites un cours en français, l'étudiant ghanéen ne s'intéresse pas du tout. L'étudiant qui est au Brésil ne s'intéresse pas. L'étudiant qui est à Concordia University au Canada ne s'intéresse pas. L'étudiant qui est au Nigeria ne s'intéresse pas. Mais quand c'est en anglais, ça les intéresse, mais nous, nos étudiants, s'intéressent beaucoup à l'anglais. Ils font un effort pour comprendre l'anglais. Les mathématiques s'inspirent de la réalité. Il invite les élèves et étudiants à s'y intéresser. Aux enseignants, il leur demande de les rendre plus accessibles. Aux jeunes qui ont peur des mathématiques, de ne pas avoir peur. Mathématiques, c'est plus facile que beaucoup d'autres choses. Mathématiques, je suis bien le cours. Tu comprends. Dès que tu comprends, tu t'exerces un peu, tu le fais. Pour les étudiants, cette initiative est à encourager. L'université était fermée, il n'y avait vraiment pas d'alternative. Mais là, c'était pour nous une opportunité de pouvoir continuer de travailler avec nos professeurs. Vu qu'avec la situation, on ne pouvait pas aller les trouver chez eux à la maison, mais même nous retrouver ici à l'université pour travailler. Plus d'une soixantaine de cours ont été dispensés par le professeur Kagny Kenvi pendant la période de confinement. Bientôt les vacances pour les étudiants, mais les élèves, eux, sont déjà en vacances pour quelques semaines. Pour ceux du village d'Adjamé-Agban, le retour des classes se fera dans une toute nouvelle école, une école qui va remplacer l'ancienne, vieille, de 61 ans. C'est un don de Laurent Tchagba, le ministre de l'Hydraulique, un fils du village. Il a procédé cette semaine à la pose de la première pierre de l'établissement en présence de notre équipe de reportage. Bientôt, un groupe scolaire pour le village d'Adjamé-Agban. La volonté de tous les fils du village de voir réhabiliter leur école datant de 1959 est ainsi une réalité.
Et c'est l'un de leurs, Laurent Tchagba, également ministre de l'Hydraulique, qui est à l'initiative de la construction de ce groupe scolaire, lui-même d'ailleurs ancien élève de cette école. Je viens de réaliser avec tout l'amour et la volonté de servir mon village, pour que mon village soit honoré, pour que quand on rentre dans ce village, on ne voit pas une école délabrée, mais une école qui est construite, qui permet aux enfants d'avoir toutes les commodités pour aller à l'école. Un groupe scolaire de 3 écoles construites chacune en R+1, une maternelle et une cantine scolaire sur une superficie de 6145 mètres carrés d'un coût global de plus de 429 millions de francs CFA. Acteurs et partenaires de l'école apprécient. Vraiment, c'était difficile. Et nous cherchions. Dieu a touché le cœur de notre frère qui est de même génération que nous, la génération Douba. Et il nous a approchés pour nous faire partager son rêve, qui était le nôtre aussi. Les travaux du groupe scolaire EPP Agban vont durer 4 mois. Ils prendront fin au mois de novembre prochain. De l'éducation à l'agriculture. Je vous amène à Bouaké, dans le centre de la Côte d'Ivoire. Bouaké, où les membres de l'organisation interprofessionnelle agricole de la filière coton étaient réunis cette semaine. Une rencontre qui avait pour objet de faire le bilan et proposer des solutions pour améliorer le Citracote, le système d'identification des producteurs et de traçabilité de la filière coton. Plus de détails avec Soro Corona de la station régionale RTI Bouaké. Pour relancer la filière coton, plusieurs projets ont vu le jour. Depuis la campagne 2011-2012, l'Intercoton a mis en place le Citracote, système d'identification des producteurs et de traçabilité de la filière coton. Ce système permet d'identifier de façon individuelle les producteurs et de renforcer la traçabilité de la production. Après 9 ans d'activité dans le bassin cotonnier, les acteurs de la filière se sont retrouvés à Bouaké pour faire le bilan. Les participants ont également proposé des axes d'amélioration sur le Citracote pour la campagne à venir. Les producteurs qui étaient à la base grugés ont vu leur net améliorer grâce au Citracote. Les acteurs qui sont les usiniers sont également satisfaits du bilan parce que des chiffres qu'ils ne pouvaient pas avoir, ces chiffres sont à leur disposition. Le PCA de l'Intercoton, Organisation interprofessionnelle agricole de la filière coton, a exhorté les producteurs à s'approprier le Citracote. Les égreneurs doivent aider la fédération pour sensibiliser les producteurs. Ils vont savoir ce que Citracote fait dans la filière. Citracote n'est pas là contre quelqu'un. Citracote est là pour bien nous soutenir, pour nous faire qu'on peut avoir un projet. Le système d'identification des producteurs et de traçabilité de la filière coton fournit aux acteurs du secteur, au pouvoir public et aux partenaires des données fiables. Un jour, peut-être, nous aurons à nouveau 16 millions d'hectares de forêt en Côte d'Ivoire, comme c'était le cas il y a des dizaines d'années. Mais on ne va pas être que nostalgique, on ne va pas faire que rêver. Qui veut aller loin ménage sa monture. Alors on va prendre des initiatives, on va reboiser. Et c'est ce qui est en train d'être fait. À Guiglo, par exemple, dans l'ouest du pays, région du Cavali, la journée nationale de planting d'arbres a été mise véritablement à profit. Le compte-rendu d'Abou Sanogo. Un jour, 5 millions d'arbres. Thème de la journée nationale du planting d'arbres pour l'édition 2020. À la place Félix Houphouët-Boigny de Guiglo, l'arbre a été célébré. Pour cette année 2020, il s'agit de planter sur toute l'étendue du territoire national 5 millions d'arbres avec un objectif de 122 500 arbres à mettre en terre dans la seule région du Cavalier. Pour relever ce défi, les différents services de la direction régionale des eaux et forêts sont à la tâche. Les populations de la région du Cavali ont été invitées au reboisement afin de réhabiliter les forêts pour maintenir un climat et un sol favorables à la pratique de l'agriculture. C'est une 80aine de plans qui ont été mis en tête de façon symbolique. Donc, c'est la face visible, l'iceberg de nos actions qui sont menées depuis le mois de juin. Que tout le monde s'approprie cette politique-là. Il va de notre avenir, il va de l'économie de la Côte d'Ivoire qui repose sur l'agriculture. Les populations de la région du Cavali s'engagent à la préservation de la forêt. La situation me paraît préoccupante. Il faudra donc que nous nous engagions à reboiser. Cela est très important pour l'avenir de l'agriculture. Plusieurs plans ont été mis en terre. Par ailleurs,
Un appel a été lancé aux détenteurs d'animaux domestiques pour qu'ils assument leurs responsabilités en ne laissant pas leurs bêtes venir brouter les feuilles des plants. C'était un reportage d'Abou Sanogo. La fête de Tabaski était belle à Saint-Fra vendredi dernier. Elle a eu lieu sur fond de solidarité, d'entraide et de partage. Epiphane Zorobi, le secrétaire d'État au renforcement des capacités, avec l'appui d'une ONG turque, a offert aux veuves et aux familles démunies de la ville une centaine de bœufs pour leur permettre une célébration de l'Aïd el-Kébir dans les meilleures conditions. Et c'était le cas, comme nous le rapporte Soro Corona, RTI Boaké. Un soutien financier à plus de 100 veuves, distribution des protéines animales aux familles démunies, immolation des 100 bœufs, des actions sociales à l'endroit de la communauté musulmane et des populations défavorisées de Saint-Fra et de la région de la Maraoué afin de célébrer en toute quiétude la fête de l'Aïd el-Kébir. Œuvre sociale rendue possible grâce au secrétaire d'État Epiphane Zorobi et une ONG turque, Association ISAN pour le développement et l'éducation. Nous sommes dans le symbole du partage et nous avons reçu des partenaires turcs, d'une ONG qui sont dans nos murs depuis hier et qui nous aident justement à exprimer cette solidarité vis-à-vis des populations les plus vulnérables. Chaque Tabaski, nous faisons des distributions dans 2 villes de la Côte d'Ivoire, en dehors d'Abidjan. Et pour cette année, on remercie l'effort que le ministre a fourni pour permettre l'organisation de cette distribution dans sa ville. Ces actes de solidarité et de partage cadrent bien avec les principes de la fête de la Tabaski. Les bénéficiaires saluent ces actions de portée sociale. Il n'est pas parce qu'ils pouvaient au moins être heureux pendant la fête. En tout cas, c'est un grand plaisir pour moi. Nous allons remercier le ministre Balobi Epiphane pour tout ce qu'il fait pour les veuves, les démunis et les orphelins à Saint-Fra par l'aide des Turcs. La fête de l'Aïd el-Kébir, c'est aussi la grande prière. Après les 2 rakats recommandés ce jour, l'imam Traoré Souleymane et ses coreligionnaires ont prié pour le repos de l'âme du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et pour des élections apaisées. L'édition 2020 de la journée olympique a eu lieu cette semaine à Akwedo Village, ici à Abidjan. L'organisateur de l'événement, le Comité national olympique de Côte d'Ivoire, a profité de l'occasion pour offrir des kits d'hygiène aux habitants du village afin de leur permettre de lutter efficacement contre le coronavirus. C'est un reportage de nos confrères de RTI Sport. Bouger, apprendre et découvrir, c'est le thème développé à l'occasion de la journée olympique organisée par le Comité national olympique en collaboration avec l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Cocody Akwedo. Dans l'élan de solidarité en faveur des familles vulnérables, le CNO Côte d'Ivoire a saisi l'occasion pour faire un important don de kits de lavage des mains et de gel hydroalcoolique afin de lutter efficacement contre le coronavirus. À cause de la crise, nous avons mué cette journée olympique en une journée de solidarité envers les enfants, envers des écoles qui sont chargées de l'éducation justement des enfants. Qu'on soit blanc, qu'on soit noir, qu'on soit jaune, qu'on soit musulman, qu'on soit catholique ou qu'on soit extropié, on est tous les mêmes et que nous devons nous respecter chacun dans ce que nous sommes. Et ça, c'est l'éducation en fait de base que nous voulons offrir aux enfants pour la recherche d'un monde meilleur. Au menu des activités, plusieurs exercices physiques pouvant contribuer à renforcer les valeurs de l'olympisme chez les tout petits. Marie-Josée Talou, vice-championne du monde aux 100 et 200 mètres, et plusieurs athlètes ivoiriens ont prodigué de sages conseils aux enfants. Décalée à cause de la pandémie de coronavirus, la journée olympique est célébrée chaque année le 23 juin. Elle permet à chacun de s'initier à la pratique des sports olympiques en présence d'athlètes dont le partage et les valeurs de l'olympisme. Dans le cadre de la présidentielle d'octobre prochain, Mamadou Koné, le président du Conseil constitutionnel, a reçu la représentante pays du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. Le PNUD donc qui compte apporter son appui technique pour améliorer les performances du Conseil constitutionnel en ce qui concerne le parrainage. On en saura plus avec Gabriel Zani ce soir dans le 20h avec Marie-Laure Ngoran. Transition parfaite pour nous conduire au Dimanche Magazine. Notre invité
Dié est avec nous. Aujourd'hui, nous avons souhaité parler de l'élection présidentielle à venir, surtout des préparatifs, notamment du contentieux électoral. Et pour en parler, le porte-parole adjoint de la CEI nous a fait l'honneur de répondre favorablement à notre appel. Je l'ai déjà dit, mais je le répète. Merci encore, Maître Yapobi, d'avoir accepté de venir nous rejoindre ici dans ce plateau. Et si vous le permettez, on va suivre ces images. Elles sont commentées par Sidonie Davila. Démarrée le 10 juin dernier, l'opération d'enrôlement s'est achevée définitivement le 5 juillet. En vue de permettre à bon nombre d'Ivoiriens de s'inscrire massivement sur le listing électoral, la fin de cette opération s'est vue reportée à 2 reprises. Le fichier électoral comprend à ce jour 7 500 035 électeurs, dont 904 956 nouveaux électeurs après le traitement des données recueillies par la CEI. Le traitement consiste d'une part à apurer la liste de toutes les scories contenues dans les données collectées. Ces scories peuvent être soit de nature frauduleuse, soit elles peuvent être des irrégularités imputables à de mauvaises manipulations ou liées à l'ignorance humaine. D'autre part, il est bon de le préciser également, le traitement vise à expurger de la liste de 2018 les personnes qui ne méritent plus d'y être, parce que décédées ou privées de leurs droits civils et politiques. C'est le mercredi dernier que la commission électorale indépendante a procédé à la remise officielle du fichier électoral sur clé USB, rangé dans une enveloppe aux partis politiques et aux potentiels candidats à la présidentielle du 31 octobre. La commission électorale indépendante, ayant joué sa partition, attend la contribution de tous à un autre stade de la révision de la liste électorale, appelé le contentieux. Objectif, avoir un listing électoral fiable en vue des élections transparentes et apaisées. Merci Sidonie Davila. Maître Yapobi Keti, merci encore d'être venu. La présidentielle, c'est dans 3 mois. 3 mois, presque jour pour jour. Est-ce que ça va? La CEI est prête? Tout va comme il faut? Oui. La CEI est prête, elle est en train de s'apprêter pour qu'au 31 octobre prochain, tout soit prêt pour l'élection présidentielle. Et là, vous êtes à la phase de l'affichage de la liste électorale. Exactement. En quoi elle consiste, effectivement? Alors, comme on a pu le voir dans l'élément tout à l'heure, le président Koulibaly, Cuibert, expliquait que la phase d'affichage était après la révision de la liste électorale, nous passons à la phase du contentieux électoral. Oui. Donc, qui est précédé de l'affichage. Qui est précédé de l'affichage. Et je dois vous dire que l'affichage a commencé depuis hier. Hier. Et il va, oui, hier 1er août, pour s'étendre jusqu'au 5 août. D'accord. Et ensuite, vont démarrer les réclamations. Ensuite, le 5 août, vont démarrer les réclamations. Ça veut dire tout simplement qu'une fois les listes affichées, les listes provisoires affichées, les électeurs qui ont des réclamations à faire sur cette liste pourront venir dans les commissions locales pour porter leurs réclamations. Justement, quels sont les types de contentieux électoral? Le contentieux électoral sur quoi peuvent porter ces réclamations? Il est de 3 ordres. Il peut être sur l'inscription, sur la liste électorale, c'est-à-dire que l'électeur a été omis de la liste électorale, tout simplement, et il vient pour faire savoir qu'il remplissait toutes les conditions pour être inscrit sur cette liste et qu'il ne comprend pas pourquoi il est omis. Donc, il vient avec ses justificatifs. Ouais. Et la CEI examine sa requête et il fait droit, bien évidemment, si les justificatifs sont là. Ça, c'est pour le premier type. Les 2 autres. Ensuite, il peut porter la réclamation peut porter sur les inscriptions qui ont été faites. Les inscriptions en elles-mêmes existent, c'est-à-dire que l'électeur figure sur la liste, mais les données personnelles ne sont pas exactes. Il peut y avoir des erreurs sur le nom, par exemple, sur la date de naissance, sur le lieu de vote, auquel cas l'électeur vient se porter sa réclamation pour que cela soit rectifié.
Et puis, enfin, le troisième élément type de réclamation peut porter sur les radiations de la liste électorale. Ça veut dire tout simplement qu'un électeur peut venir porter une réclamation sur l'inscription qui a été faite d'un électeur, un autre électeur, en considérant qu'il n'avait pas le droit d'y être. Pour des raisons diverses, soit tenant à la nationalité ou à l'âge, etc., etc. Ça, ce sont les réclamations qui vont se faire les 5, 6, 7 C'est ça. août prochain. Et puis, la CEI, vous allez récolter les observations. Alors, oui, la CEI récolte les réclamations, elle les affiche. Donc, les réclamations se font donc sur 3 jours à compter de l'affichage. Oui. Et la CEI procède à l'affichage des réclamations au sein de toutes les commissions électorales. C'est-à-dire que dans chaque commission, la CEI reçoit les réclamations, les affiche, et pendant 3 jours, les 3 jours qui suivent, toute personne intéressée, électeur bien entendu, peut venir faire des observations sur ces réclamations-là. Oui, que la CEI récolte. Que la CEI récolte. Ça va se faire les 8, 9 et 10, 10 jours également. C'est ça, 10 jours exactement. Et les résultats seront donnés le 13 Après les observations. À partir des observations, la CEI va traiter en interne les demandes de réclamation, examiner si elles sont fondées. Pendant combien de jours? Pendant 3 jours. Jusqu'au 13. Et ensuite, ça, c'est les commissions locales, au sein des commissions locales. Ensuite, ces décisions qui vont être prises à la fin de l'examen fait par les commissions locales. Si on n'est pas satisfait? Non, on n'est pas encore à ce stade-là. D'accord. Les décisions vont être transférées au niveau central pour validation. Parce qu'il faut savoir que donc, les commissions locales vont traiter les réclamations, vont donner leur avis sur les réclamations. Et ensuite, au niveau de la commission centrale, le superviseur de chaque région va valider les différentes décisions qui ont été faites. Ensuite, seulement, l'affichage des décisions se fera autour du 18 août, au plus tard, puisque l'examen se fait au fur et à mesure que les réclamations sont portées au sein de la commission. Donc, au plus tard, le 18 août, la CEI va afficher les décisions qui ont été prises sur les réclamations. À partir de cet instant, les électeurs qui ne sont pas satisfaits des décisions ont le recours possible devant le tribunal, le président du tribunal compétent du lieu de la circonscription où la décision a été rendue. Et ils ont 3 jours pour saisir la juridiction en question, laquelle juridiction dispose d'un délai de 5 jours pour rendre sa décision. Et le tout pour aboutir à un affichage de liste définitive le 25 août. Le 25 août prochain. D'accord. L'opération l'opération de la révision de la liste électorale s'est faite jusqu'au 5 juillet. Vous en êtes satisfaite? L'institution en est satisfaite? Oui. Des résultats? Les résultats, en tenant compte des circonstances dans lesquelles la révision de la liste électorale s'est faite, on peut dire que nous sommes satisfaits. C'est quoi ces circonstances? Je veux parler du Covid, qui déjà, la pandémie en elle-même a été un frein non négligeable aux opérations d'enrôlement. Vous avez quand même reporté à 2 reprises. Oui, justement, l'enrôlement a été reporté à 2 reprises. Pourquoi? Parce que justement, au départ de l'opération, nous nous sommes rendus compte que les opérations étaient un peu lentes à démarrer pour diverses raisons. Tout simplement parce que dans certains endroits, l'accès n'était pas facile et que avec les règles les mesures sanitaires, il fallait pouvoir permettre aux uns et aux autres de venir dans les lieux d'enrôlement. Parce qu'il faut savoir qu'au niveau des lieux d'enrôlement, nous avons observé aussi les mesures sanitaires qui font qu'on ne pouvait pas recevoir plus d'un certain nombre de personnes au sein
dans les locaux. Est-ce que vos objectifs en termes de nombre d'inscrits ont été atteints? Nous sommes partis sur des objectifs qui étaient que des estimations, sachant que nous ne pouvions pas avoir de chiffres réels de la population cible, puisqu'il faut savoir que ceux qui étaient appelés principalement pour la révision de la liste électorale, c'était les nouveaux inscrits, les nouveaux majeurs. Dont le nombre était estimé à 3 millions à peu près. C'était estimé à 3 millions. Nous sommes aujourd'hui à 904 956 Même personnes. pas le tiers, c'est... Même pas le tiers, mais quand on sait que dans un contexte, comme je dis, hors pandémie de l'année 2018, par exemple, nous n'avons eu que, la CEI n'a enregistré que 277 588 nouveaux inscrits, nouveaux majeurs. Aujourd'hui, nous en sommes à 906. On peut quand même considérer que le chiffre est satisfaisant, tenant compte malgré les circonstances que vous avez évoquées, plutôt... malgré les circonstances plutôt défavorables de la pandémie, où les gens étaient plutôt enclins à rester chez eux, déjà, au niveau pour se protéger de la maladie. Alors, il y avait 1 705 000 nouveaux inscrits pour finalement en arriver à 1 645 000. Vous avez fait un certain nettoyage, les doublons ont été retirés. Oui. 7 500 000, donc 35 électeurs pour cette année au lieu de 6 595 000. D'abord, le recensement des électeurs, ça devrait se faire tous les ans. Pourquoi ce n'est pas fait tous les ans? Effectivement, le Code électoral prévoit que la révision de la liste électorale se fait annuellement. Il faut savoir quand même aussi que la liste électorale, elle est permanente. Et la possibilité de faire les élections, la révision chaque année tient à des conditions financières, bien entendu. Organiser une révision de liste électorale, ça coûte de l'argent. Le législateur, en imposant que ça se fasse tous les ans, n'y a pas pensé? Bien sûr qu'il y a pensé, mais c'est une prescription. On va dire c'est une recommandation du législateur. Mais dans le même temps, il faut savoir que cette liste, elle est permanente. Ça veut dire que la liste, une fois faite, elle vaut jusqu'à la nouvelle révision qui aura été faite. Qui devrait être faite l'année d'après. Malheureusement, il arrive qu'on a 2-3 ans sans révision de liste électorale. Et cette liste électorale que vous venez de mettre sur pied, elle tient? Elle est valable pour les législatives à venir également? Si on considère que les législatives doivent se faire en décembre prochain. Normalement en décembre prochain. Normalement, il y a possibilité que ça ne soit pas fait? Il y a possibilité que ça ne soit pas fait en décembre prochain parce que nous venons de sortir, de faire la révision de la liste électorale. Les présidentielles sont au 31 octobre. Dans le meilleur des cas, on peut tenter de le faire pour la fin décembre. Mais si ce n'est pas fait, nous ne sommes pas en porte-à-faux avec la loi puisque, comme vous le savez, les députés, ils restent à leur poste jusqu'à la nouvelle législature qui sera élue. Donc, il n'y a pas de vide en tant que tel. La présidentielle, il y a possibilité qu'elle soit reportée, compte tenu de ce contexte de crise sanitaire? Nous, au niveau de la CEI, nous savons que la présidentielle doit se faire au 31 octobre. Nous sommes à pied d'œuvre pour que l'élection se fasse le 31 octobre. À notre niveau, on n'a pas d'inquiétude de savoir si on sera prêt ou pas. On vous dit on est prêt, on sera prêt pour le 31 octobre. Après, la décision de report n'appartient pas réellement à la CEI, sauf cas de force majeure à faire constater par la CEI, par le Conseil constitutionnel. Mais aujourd'hui, dans l'environnement que nous avons quand même pu procéder à la révision de la liste électorale. Oui, ça c'est différent. C'est le principal. Il y aura des meetings, les acteurs politiques, les candidats feront de grands meetings, il n'y aura pas de distanciation. Comment vous comptez y réussir? Vous en avez parlé aux autorités quand... Oui, les autorités politiques en charge des questions de sécurité
aussi bien sanitaires que autres, ont été contactés et sont à pied d'œuvre en concours avec la CEI pour bien encadrer toutes ces opérations à venir, de sorte que ça se fasse avec un maximum de sécurité. À la CEI, vous êtes conscient que ça peut se faire avec un faible taux de participation, vu que certains Ivoiriens auront peut-être peur d'y aller, de contracter la maladie? En tout cas, nous faisons tout pour que les conditions sanitaires soient respectées. Il faut savoir que lorsqu'on ne peut pas respecter les distanciations sociales, le port du masque devient obligatoire. Donc au moins, chaque électeur peut porter son masque et ceux qui sont décidés à venir voter. Mais je n'ai pas de doute quant à la fréquentation, quant à la participation des électeurs, puisqu'on a pu observer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'enregistrement massif, dans le contexte, bien sûr, toute proportion gardée, l'enregistrement massif de nouveaux électeurs. On ne peut pas imaginer que les gens soient venus s'inscrire pour ne pas aller voter. Je crois que ces inscriptions sont le fait de plusieurs facteurs. La sensibilisation faite par la CEI, bien entendu, mais aussi par les acteurs politiques eux-mêmes qui ont appelé leurs électeurs, leurs militants, à se faire enrôler massivement. Le temps qui nous a imparti est à son terme. Dites-nous en une phrase le parrainage citoyen. Dites-nous un mot là-dessus. Le parrainage citoyen, c'est la caution donnée par les électeurs à des candidats à la candidature aux élections présidentielles pour leur inscription comme candidat, leur enregistrement comme candidat à l'élection. C'est quoi l'utilité? L'utilité de l'opportunité. L'opportunité, c'est une participation véritablement citoyenne des électeurs qui vont donner leur caution. Ils ne sont plus en dehors du système où les candidats viennent s'imposer à eux en quelque sorte. Les électeurs, dans le paysage politique actuel, décident, eux, d'apporter leur caution à tel ou tel candidat parce qu'ils veulent voir ce candidat-là dans l'arène politique, justement, pour les présidentielles. Et ça va nécessiter beaucoup de moyens. Déjà que les candidats devront débourser 50 millions de francs CFA. Ils doivent encore sillonner le pays à la recherche de parrains. Ça fait beaucoup d'argent. Pour être président en Côte d'Ivoire, il faut être riche, forcément. Je ne dirais pas ça. Il faut avoir la caution des gens, justement. Mais la caution... Il faut avoir la caution des gens. La caution, c'est à l'élection, non? Oui, non. Le jour de l'élection. La caution pour être candidat, déjà. La caution pour être candidat, si vous êtes soutenu massivement pour être candidat, il va sans dire que les personnes qui vous soutiennent feront en sorte que vous puissiez recueillir le maximum de signatures sur l'ensemble du territoire. Merci. Merci, Maître. Maître Yapobi Keti, commissaire central et porte-parole adjoint de la CEI. Vous êtes venu nous parler des différentes étapes à franchir avant la présidentielle du 31 octobre. Nous avons évoqué le contentieux électoral, le parrainage citoyen un tout petit peu et de bien d'autres choses encore. Merci de tous ces éclairages et à très bientôt. Merci, monsieur. Fin de ce journal, fin de ce magazine du dimanche. Nous espérons que vous avez pris plaisir à nous suivre. Dans tous les cas, à RTI1, nous faisons chaque jour l'effort de vous servir le meilleur. Merci de votre confiance et bon dimanche chez vous, bien sûr, dans le respect des gestes barrières.